Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Nous sommes le mardi 8 avril, voici les titres. Le grand oral de Manuel Valls, au terme d'un discours de 47 minutes, le Premier ministre a obtenu la confiance des députés, une politique générale approuvée par 306 voix contre 239. Pouvoir d'achat, emploi et réduction des dépenses publiques. Nous reviendrons sur les principales annonces de Manuel Valls. Notre invitée, la députée UMP Valérie Pécresse, n'est pas convaincue. Elle nous expliquera pourquoi. Une tendance britannique qui gagne la France quand la pâtisserie devient un art. Au caramel, au chocolat ou à la rose, les cupcakes ont la cote auprès des gourmands. Et puis à la fin de cette édition, il était une fois l'Orient Express. Une exposition à Paris retrace l'histoire de ce train légendaire qui a relié pendant près d'un siècle Paris à Istanbul et aussi inspiré nombre d'écrivains et de cinéastes. Mais avant de développer tous ces titres, nous commençons ce journal par la défaite du PSG qui s'est incliné 2-0. À Chelsea, le match vient de se terminer. But d'André Chourleux et de Dembaba. On retrouve notre envoyé spécial à Londres. Bonsoir Arnaud Abou. Alors j'imagine que les 3000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement sont déçus. Eh bien écoutez Benjamin, comme vous pouvez vous l'imaginer, cette défaite est très dure à encaisser pour les supporters parisiens. Dépités, ils ont préféré quitter le stade dès le coup de sifflet final. Pourtant, ils ont poussé tout au long de la rencontre leur équipe, mais ce but encaissé dans les derniers instants du match a miné tout espoir de qualification. Merci Arnaud Abou. Et dans l'autre quart de finale entre le Real Madrid et Dortmund, le club espagnol s'est qualifié malgré sa défaite 2-0. L'homme du jour, c'est Manuel Valls. Très attendu depuis sa prise de fonction, le Premier ministre a décliné sa feuille de route et a obtenu la confiance des députés malgré la fronde de certains élus socialistes, Maguette Marquis et Marine Larbette. 47 minutes pour convaincre l'Assemblée. Le vote de confiance s'est déroulé sans accroc pour Manuel Valls. Dès le début de son discours, le Premier ministre annonce qu'il n'y aura pas de rupture avec le gouvernement précédent. Je suis pour le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité, pas pour la remise en cause de notre modèle. Son discours offensif a convaincu les députés de la majorité. On avait besoin d'un cap, d'une volonté, d'une forme d'énergie très positive. Donc moi je suis satisfait du discours de politique générale. Les 26 députés se sont abstenus, parmi eux des députés PS et des écologistes. C'était un discours de politique générale qui était plus général que politique. Politiquement, je ne partage pas les solutions qui ont été proposées. Ceci étant dit, il y a le choix politique que l'on fait, le positionnement politique, mais il peut y avoir aussi le respect pour celui qui porte une parole différente. La volonté de réformer est chiffrée. Manuel Valls a réaffirmé auprès des Verts ses engagements sur la transition énergétique. Pour François de Rugy, c'est un pas en avant. Moi, je lui fais crédit qu'il a l'air de vouloir y arriver. La ministre de l'écologie, Madame Royal, également. S'il le fait, s'il s'y engage, il aura notre soutien. L'objectif du Premier ministre, convaincre et rassembler les parlementaires, tout sauf passer en force. Alors le Premier ministre a exposé ses pistes en matière de réduction des dépenses publiques, mais également en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Dans Mathieu. Oui Benjamin, Manuel Valls a notamment annoncé des allègements de charges pour les salariés touchant au maximum 3 fois le SMIC, c'est-à-dire 3 384 € par mois. Cela représente 90% des salariés en France. Par exemple, un salarié payé au SMIC, soit 1 128 € par mois, sera exonéré de cotisations sociales à partir du 1er janvier 2015. Cela représente un gain supplémentaire pour le salarié de 500 € net par an. Dans le même temps, les entreprises ne paieront aucune charge patronale pour leurs salariés payés au SMIC. Autre mesure annoncée par Manuel Valls pour faire baisser les dépenses publiques, s'attaquer au millefeuille administratif. L'objectif est de réduire de moitié le nombre de régions d'ici 2017 et de supprimer les conseils départementaux d'ici 2021. En ligne de mire, une économie de 10 milliards d'euros. Merci Édouard Mathieu. Alors ils sont nombreux à commenter l'allocution du Premier ministre. À gauche comme à droite, Valérie Pécresse s'est confiée il y a quelques instants. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes députée des Yvelines, vous avez assisté à la déclaration de Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises. Cet après-midi, il veut redonner la confiance aux Français. Vous a-t-il convaincu ? Non, je n'ai pas été convaincue, notamment pas du tout par son discours économique que j'ai trouvé totalement vide. Vide sur comment ramener la croissance et comment ramener la confiance des investisseurs dans notre pays.
Rien sur le droit du travail, rien sur la difficulté à attirer les entreprises sur notre sol, très peu de choses sur la baisse des charges et finalement une grande déception. Le vote vient de se terminer, si je ne me trompe pas. Avez-vous voté sa confiance ? Non, je ne l'ai pas voté, mais ce n'est pas une vraie surprise, puisque vous savez que je m'inscris dans une démarche d'opposition à la politique de François Hollande depuis 2 ans. Une opposition sur les questions économiques et d'emploi, bien sûr, mais aussi sur les questions d'éducation, avec la réforme des rythmes scolaires, et sur les questions de sécurité, où je m'oppose à la loi de Christiane Taubira, la loi pénale, qui va venir en discussion dans les semaines qui viennent. Vous venez de parler d'économie juste avant. 50 milliards d'euros d'économie à l'horizon 2016, est-ce suffisant ? On a vu que vous avez tweeté cet après-midi que le discours de Manuel Valls, je cite, illustre le vide sidéral de la pensée socialiste en matière d'économique. Oui, parce que les 50 milliards, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Il nous a détaillé, je crois, une 40aine de milliards d'économies. Mais les économies, ce n'est pas des baisses de dépenses. C'est toujours une espèce de forme d'habileté de François Hollande et du gouvernement. Les économies, c'est empêcher les dépenses d'augmenter. Et chaque année, on a 24 milliards de hausse des dépenses en tendance, si on ne fait rien. Donc, si vous enlevez 24 milliards chaque année, vous ne baissez pas en net les dépenses de l'État. Donc, il n'y a pas derrière le discours de Manuel Valls la vraie volonté de baisser les dépenses, ni de l'État, ni des collectivités locales, ni de la sécurité sociale. Il a annoncé que cet été, il allait de redonner du pouvoir d'achat aux salariés au SMIC. Mais a-t-on les moyens de redonner du pouvoir d'achat aujourd'hui aux Français par le biais d'une suppression d'impôts sur les bas salaires? Moi, je ne crois pas. Une nouvelle donne territoriale vient d'être évoquée avec la réduction de moitié des régions, la suppression des conseils départementaux. Le rapport Raffarin allait en ce sens. Cette proposition va-t-elle assez loin ? Elle va même très loin, puisque c'est assez étonnant. On nous annonce qu'on supprime l'échelon de proximité qui est le département. Moi, je suis favorable à ce que le département soit rapproché des régions. Mais on nous annonce en même temps qu'on va faire des méga-régions. Donc on supprime l'échelon de proximité et on fait en plus des méga-régions. Ça va même très 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 loin. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire tout ça, sauf à construire un nouvel échelon de proximité qui serait des intercommunalités, c'est-à-dire des communautés de communes en fait, très puissantes. À ce moment-là, on pourrait avoir des communautés de communes très puissantes dans le cadre de grandes régions. Merci Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour cet entretien réalisé quelques minutes après le vote des députés. Politique toujours, à Hénin-Beaumont, l'une des premières mesures du nouveau maire frontiste, Steve Riouat, a été de retirer sa subvention à la Ligue des droits de l'homme. L'association va aussi devoir quitter son local, qu'elle occupait depuis une quinzaine d'années. La Ligue des droits de l'homme s'était montrée très virulente à l'égard du candidat pendant la campagne des municipales. Boire ou conduire, il faut choisir. Condamné pour conduite en état d'ivresse à une amende et à une suspension de permis, Gérard Depardieu avait fait appel devant la justice. Finalement, son permis ne lui a pas été retiré grâce à une astuce administrative. Fanta Keita et Pierre Vesque. 29 novembre 2012, Gérard Depardieu est victime d'un accident de la route dans le 17e arrondissement de Paris. Le comédien conduisait ivre avec un taux d'alcool de 1,8 g par litre de sang. Condamné en première instance à 4 000 € d'amende et 6 mois de suspension de permis, Gérard Depardieu devait comparaître cet après-midi. Finalement, il ne s'est pas présenté, préférant se désister de son appel. Nous nous sommes désistés parce que même si nous considérons que les chances d'obtenir une relaxe compte tenu des irrégularités de procédure figurant dans ce dossier et sur lequel je reste absolument convaincu étaient réelles, il n'empêche qu'un magistrat peut ne pas partager notre opinion. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en première instance, où nous avions soulevé les mêmes moyens et où ces moyens n'avaient pas été accueillis par le tribunal qui avait donc prononcé une condamnation à l'encontre de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu en a donc fini avec la justice, il a réglé son amende. Quant à la suspension de permis, il y échappe. Le comédien est en effet détenteur d'un permis de conduire belge, impossible pour les autorités françaises de lui retirer. Les commémorations du génocide rwandais à Paris cet après-midi, une centaine de personnes se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville. Ce génocide a fait plus de 800 000 morts, majoritairement des Tutsis. Écoutez ce témoignage d'une des rescapées de cette tragédie. Les humiliations et les vexations, nous les vivions tout le temps. Ça a été un génocide d'abord de proximité. Mon grand-père a été tué alors qu'il célébrait la messe. Mon père il a été tué
parce qu'il travaillait dans un ministère. À l'étranger, en bref et en images, la visite historique du président irlandais à Londres. Il a rencontré la reine Elisabeth, un événement sans précédent, près d'un siècle après l'indépendance de la République d'Irlande. L'est de l'Ukraine, toujours en proie à la violence, des activistes pro-russes se sont emparés de plusieurs bâtiments officiels. D'autres ont été incendiés, comme ici à Kharkiv. La Russie évoque un risque de guerre civile. L'OTAN met en garde la Russie contre toute intervention militaire en Ukraine. Et enfin, dans la tuerie de Fort Hood aux États-Unis, qui a fait 3 morts et 16 blessés la semaine dernière, on en sait davantage sur les motivations du tireur. Selon les enquêteurs, la fusillade a eu lieu après un refus d'une demande de permission. 200 000, c'est le nombre d'apprentis formés chaque année par les entreprises artisanales. 80% d'entre eux décrochent un emploi à l'issue de leur formation. L'objectif du gouvernement, passer à 500 000. Dans son discours à l'Assemblée nationale, Manuel Valls a réaffirmé sa volonté d'abaisser le coût du travail et des charges sur les entreprises, la formation professionnelle et ses avantages. Louis Tapia et Florent Ducidour. C'est dans cette concession automobile que Vincent fait son apprentissage. À 17 ans, il prépare un bac pro mécanique, une formation en alternance. Après l'école, trouver un employeur s'est avéré plus difficile que prévu. C'est la recherche de patrons, parce qu'en fait, les patrons ont déjà des apprentis. Et le plus souvent, ils en prennent un et pas plus. Et aujourd'hui, Vincent partage son temps entre l'école et le garage. J'aime bien l'école parce qu'on se retrouve tous entre copains. Et j'aime bien le garage parce qu'il y a une bonne ambiance. Entre collègues, on s'amuse bien. Entre vidange, diagnostic du moteur et pression des pneus, Vincent ne chôme pas. Une satisfaction pour Jean-Michel Vauchetas, son patron, qui voit en lui autre chose qu'une main-d'œuvre à bas coût. C'est vrai que c'est de la main-d'œuvre qui, pour nous, avec les aides sociales qui ne coûtent pas cher, c'est une main-d'œuvre qui est relativement allégée. Donc moi, je pense que c'est du bonheur d'avoir un apprenti en permanence quand ils veulent en jouer, évidemment. On verra son niveau, s'il récupère bien son BEP, son bac pro, s'il a encore envie d'évoluer. Et après, on peut effectivement y ouvrir encore d'autres paramètres dans sa carrière en formation chez Renault. Après ses 3 ans de formation, une fois son diplôme en poche, Vincent espère être embauché dans ce garage qui lui a ouvert ses portes. Mais avant de décrocher un emploi, encore faut-il savoir convaincre son futur patron. Et cela passe souvent par un courrier. Règles de grammaire ou de conjugaison, les lacunes en orthographe concernent de nombreux candidats à l'embauche. Ces fautes d'orthographe sont-elles pénalisantes? Élément de réponse avec Paul Vinet et Cécile Deschamps. Alors que les fautes d'orthographe représentent une grande partie de la sélection des étudiants pour l'obtention d'un entretien, beaucoup peinent encore à éviter les fautes d'inattention. Camille ne laisse rien au hasard et a réussi à trouver un moyen pour éviter ces fautes. J'ai fait relire ma lettre de motivation par plusieurs personnes, notamment ma maman, ma tutrice de stage, mais également des spécialistes en recrutement comme les DRH. J'avais besoin de savoir si mes idées étaient bien ordonnées, si j'avais fait des fautes d'orthographe et si ma lettre de motivation avait une cohérence d'ensemble. C'est un gage de rigueur et de connaissance de la langue française qui est indispensable quand on recherche un boulot ou un master ou une formation. Mais les causes de ces fautes, souvent factuelles, ne proviendraient pas forcément des SMS comme beaucoup pourraient le penser. Pour ce professeur au lycée Chaptal, les raisons de ces lacunes en orthographe sont simples. Manque de pratique de l'écrit, manque de pratique de l'oral. Voilà, les élèves sont plus invités à écrire. Ils sont plus invités à écrire régulièrement depuis le primaire. Le français se pratique beaucoup moins en termes de volume horaire, se pratique beaucoup moins en tant qu'écrit à proprement parler. Et puis il est concurrencé par l'enseignement de l'anglais, par exemple, en primaire. Donc on pratique de moins en moins le français, et spécifiquement l'orthographe. Tant qu'on ne sera pas dans un niveau d'exigence, et tant qu'on n'essaiera pas de pousser les élèves à écrire, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il faut pratiquer cet écrit à la maison, en primaire. On a interdit le travail scolaire à la maison depuis les années 50, mais c'était pas vraiment appliqué. Maintenant c'est appliqué. Les élèves n'écrivent plus. Quand on n'écrit plus, on ne sait plus écrire. C'est aussi simple que ça. À l'occasion de la semaine de l'industrie, le train de l'emploi a fait étape à Paris. 200 candidats se sont rendus dans le wagon de Pôle emploi et avec plus de 900 offres à la clé, ce sont les fautes d'orthographe qui ont fait la différence. Quelqu'un qui va faire des fautes basiques d'orthographe dans un CV, ça peut être rédhibitoire. Parce que ça sous-entend qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Et moi, je délègue pas quelqu'un chez mes clients qui ne parle pas correctement le français. Quelqu'un qui va me marquer à la fin de son CV hobby cuisine, COUI, ça ne m'incite pas forcément à envoyer son CV à mon client. Aujourd'hui, plus de 20% des candidats sont recalés à cause de leur faute d'orthographe sans passer le stade de l'entretien. Une belle leçon de courage à présent, en pleine semaine du handisport.
Plus de 35 000 pratiquants recensés en France. Alors comment allier sport et handicap? Comment vivre sa passion après un grave accident? Reportage en région parisienne d'Elton Mokolo et de Charles-Édouard Amakofi. Les 6 joueurs de l'équipe de basket fauteuil de Paris se serrent les coudes. Malgré leur handicap, ils pratiquent comme des licenciés ordinaires. Le sport, une thérapie pour ces joueurs. C'est une manière de se faire valoir. Déjà, c'est des personnes qu'on suppose diminuer. Donc, ils ont toujours envie de prouver, pour d'autres raisons, comme oui, ils sont capables de faire certaines choses. À la veille d'un match crucial pour l'avenir de son club en championnat de France, Salim Loulidi peaufine son adresse au tir. Cet ancien chirurgien urologue à la recherche du plaisir et de la performance pratique le basket fauteuil depuis maintenant 6 ans. Il y a une notion de compétitivité, il y a une notion de partage, il y a une notion de quelque chose d'agréable, de confortable. En tant qu'handicapé, on ne peut pas courir, on ne peut pas faire d'autres sports, donc les sports sont relativement limités et on est obligé de faire des sports en fauteuil. Donc c'est partager ces moments-là avec les personnes non handicapées pour leur montrer que le sport est quelque chose de très intéressant, qu'on soit handicapé ou pas, mais encore plus quand on est handicapé. La vie de Salim a basculé le 14 avril 2008 à cause d'un accident de la route. 2 mois de coma, perte de l'usage normal de ses jambes, multiples fractures et 9 mois de rééducation. Déclaré invalide, Salim oscille aujourd'hui entre optimisme et fatalisme. Bonjour, vous allez bien ? C'est important, je crois, pour un handicapé, c'est pas ce qu'on a perdu, c'est ce qui nous reste et ce qu'on peut faire avec ce qui reste. Et c'est ça qui est important. Et je crois que tout handicapé vous dira à peu près la même chose, parce qu'on est obligé de le faire, mais je veux dire, voilà, on regarde ce que l'on peut faire et on va composer avec ce qu'on peut faire et on peut faire encore plein de choses. Salim se consacre désormais à ses 2 passions, la calligraphie et le basket, avec un objectif, profiter de la vie. Un hôtel 100% vert à l'occasion de la semaine du développement durable. Thomas Porlon et Cassandra Ameg ont visité le Solar Hotel. Cet établissement parisien milite pour le développement durable et l'éco-citoyenneté. Visite guidée. Un hôtel écolo avec des panneaux solaires plaqués sur la façade et un réservoir d'eau devant l'entrée. Vous avez par exemple un réservoir d'eau qui est connecté directement aux gouttières et qui permet, grâce à un robinet, de laver par terre, arroser les plantes, etc. À l'intérieur de ce 2 étoiles au cœur de la capitale, tout est pensé écolo. Dans cette chambre, le mobilier est réalisé avec du bois de récupération. Le linge est en coton bio et uniquement changé à la demande du client. Même la télé est écolabellisée et basse consommation, mais impossible d'oublier tout ça, tout est marqué à l'entrée. Idem dans la salle de bain, économiseur d'eau pour la douche, papier toilette 100% recyclé, verre réutilisable. Résultat, l'hôtel avec ses 34 chambres affiche souvent complet et les clients sont séduits. On est content de pouvoir participer à l'effort, entre autres des économies d'énergie, puisque tout est économisé ici. Les énergies, l'eau, il y a même des vélos, mais ça c'est pas mon truc. À l'origine du concept, Franck Laval, fervent défenseur de l'environnement, en 15 ans, il a fait de cet hôtel un modèle du genre à 79 € la nuit. Derrière ce tarif abordable, une astuce parmi tant d'autres. On incite les clients par des simples petites signalétiques toutes banales à descendre par l'escalier, ce qui nous a fait réduire d'un quart la consommation électrique de l'ascenseur. Écologique, économique et donc militant, et pour se mettre au vert en plein Paris, le jardin de l'hôtel, avec sa cabane en bois, ses fleurs et le silence. L'enquête de la rédaction est consacrée ce soir au monde de la mode. La fourrure est considérée comme un produit de luxe, pourtant son utilisation est loin de faire l'unanimité. Plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis place de la République pour protester contre le port de la fourrure. Objectif de cette marche, interpeller les créateurs de mode et les consommateurs. Le business de la fourrure, un marché controversé entre beauté et cruauté. C'est l'enquête de la rédaction. Elle est signée Alexander Moramir et Sarah Menahi. Quand les créateurs remettent la fourrure au goût du jour. 263 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires français qu'a rapporté ce produit de luxe cette année. Un marché qui se porte à merveille et un business croissant, 10% de progression chaque année depuis 10 ans. Gérard Cohen est fourreur à Paris depuis plus de 40 ans. Visons, renards, lapins et bien d'autres sont utilisés pour la confection de ses pièces. Son manteau le plus cher, une fourrure de chinchilla. Entre 30 et 40 000.
€ à la vente. Voilà, et ça, c'est un Rex qui va être vendu à peu près 1500. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mode profite à son business. Il a des clients venus de toute la France. À partir du moment où les couturiers ont remis de la fourrure dans les collections, la fourrure est repartie. Ça a permis la création, de mettre de nouveaux modèles sur le marché, d'attirer une autre clientèle plus jeune qui n'avait jamais connu la fourrure. Gérard est aujourd'hui l'un des derniers négociants. 70% des professionnels français ont abandonné depuis les années 80 à cause d'une taxe trop lourde. Actuellement, c'est à l'étranger que sont assemblées toutes les pièces. Ces images, difficiles à supporter, ont été prises en Chine. Ces renards sont dépecés vivants. Ils agonisent dans des conditions atroces. Pour Marco Vallo, le combat est devenu mondial. Fervent défenseur de la cause animale, depuis 25 ans, il milite pour faire évoluer les mentalités. Quand vous informez les gens qu'on est capable quand même d'électrocuter des animaux vivants pour garder une texture agréable à la fourrure, ils sont extrêmement choqués. Donc encore une fois, on va revenir sur le phénomène d'information du public qui, s'il est assez largement diffusé, peut porter ses fruits rapidement. Et si on veut y croire, c'est dans l'action, parce qu'effectivement, ne rien faire, c'est laisser faire. Et je crois faire partie de ceux qui ne peuvent pas ne rien faire. Chaque année, plus de 60 millions d'animaux seraient tués pour leur fourrure. Tout ça pour que tous les regards soient portés sur elle. Dans un instant, place à la chronique ciné de Mélodie Méas. Nous parlerons de la polémique autour du film Noé qui sort en salle demain. La nouvelle tendance en matière de pâtisserie, ce sont les cupcakes, de délicieuses sucreries anglaises dignes d'objets d'art. Reportage dans un instant. Et puis, nous vous emmènerons en voyage à bord de l'Orient Express, train mythique qui reliait les capitales européennes à Istanbul. Mais avant cela, un peu de musique. The Voice, Popstar, la nouvelle star. Et bien comme elle, la RATP a son propre casting. Et oui, pour chanter dans le métro, il faut passer devant un jury, 300 places à décrocher 2 fois par an. Alors, une opportunité pour les jeunes et les moins jeunes de se faire remarquer et d'avoir peut-être la même carrière que Kezia Jones ou encore de l'âme. Katia Lametz et Camille Balland ont assisté à l'un de ces castings souterrains. 14h, métro Charonne. Les auditions commencent. 12 groupes se présentent face à un jury avec seulement 2 chansons pour convaincre. Le duo Blues Schumann tente sa chance pour la première fois. Son but, faire partie des artistes du métro. On ne peut pas faire de la musique sans partager ça avec des gens, donc voilà, d'où l'envie de jouer dans le métro. Pas devant des gens qui sont des spécialistes ou des copains qui vont trouver que c'est bien de toutes les façons. Il y a un petit peu de pression, mais c'est pas grave, ça va passer dès qu'on va se mettre à jouer. Donc Jean-Louis et Julien, on joue ensemble depuis un petit moment, on adore le blues. Le jury est composé d'agents de la RATP. Ils jugent les candidats sur des critères comme la justesse du chant, la technique instrumentale, l'originalité ou la diversité. Le duo blues, à peine sorti, doute de sa prestation. J'ai pas l'habitude de jouer debout avec une sangle autour du cou, j'ai l'habitude de jouer assis avec la guitare sur les genoux, donc ça m'a un peu déstabilisé. Et puis il y a des gens qui prennent des notes, quoi, donc ça c'est très stressant. Ce conducteur de tramway fait partie du jury pour la première fois. On va croire que c'est des musiciens du dimanche, mais pas du tout. C'est beaucoup d'artistes qui ont des managers, qui font des festivals, c'est-à-dire qu'ils sont déjà plus ou moins en place, on va dire. Et derrière ça, ils essayent aussi d'avoir la scène du métro, parce que c'est aussi une grande scène, si ce n'est la plus grande scène finalement de France. Ils seront seulement 300 à obtenir le précieux sésame pour 1 an. Et comme chaque mardi, on ouvre notre page cinéma avec Mélodie Méas. Bonsoir Mélodie. On va parler ce soir d'un film qui, avant même sa sortie en salle dès demain, déchaîne les passions. Et ce film, Benjamin, c'est Noé, le dernier long métrage de Darren Aronofsky, très connu d'ailleurs pour son précédent film Black Swan. Mais avant de vous en dire un peu plus, je vous laisse en découvrir quelques images.
chapeau du prophète, vous l'avez sans doute reconnu, Benjamin, c'est Russell Crowe. Il partage l'affiche de ce film avec entre autres Jennifer Connelly et Emma Watson. Donc pour faire simple, il s'agit de l'adaptation de l'histoire de l'Arche de Noé, tirée de l'Ancien Testament, mais aussi du Coran. Noé se voit donc confier une mission divine, celle de construire une arche pour sauver l'humanité du déluge. On en vient à la polémique maintenant, puisque le film n'a pas plu aux autorités religieuses. Et oui, c'est en octobre dernier que le film commence à faire parler de lui. À ce moment, Aronofsky et les studios Paramount n'arrivent pas à s'accorder. La raison, le réalisateur a décidé de ne pas suivre la Genèse au pied de la lettre. Et donc à ce moment, les communautés catholiques et musulmanes des États-Unis réagissent très mal. Lors de la première projection test, Darren Aronofsky savait donc à quoi s'en tenir. On l'écoute. Dans la tradition de la loi islamique, il est interdit de représenter des créatures vivantes à l'écran. On a toujours su qu'on aurait des problèmes en représentant l'un des prophètes. Et donc, résultat des courses, 7 pays ont interdit la diffusion du film, dont l'Indonésie, le Qatar, ou encore les Émirats arabes unis et l'Égypte. Une polémique et des interdictions qui ont empêché la rencontre entre l'équipe du film et le pape François. Russell Crowe aura donc tout essayé, Benjamin, mais rien n'y a fait. Même les tweets adressés au souverain pontife n'ont pas fait pencher la balance. On regarde donc les tweets de Russell Crowe qui a écrit « Aimeriez-vous voir le film Noé de Darren Aronofsky ? Je suis sûr que vous le trouverez fascinant. » Et il rajoute quelques jours plus tard « Je suis désolé d'avoir causé la zizanie dans votre monde médiatique, mais je pense sérieusement que le film Noé va vous fasciner. » Fin de citation. Et on l'a trouvé fascinant. Merci Mélodie Méas, on vous retrouve mardi prochain. La pâtisserie décorative connaît un véritable succès. Salons, boutiques, les Français dégustent cette tendance, pour le moment prometteuse. Découverte gourmande avec Constance Billier et Lou Verchin. Les gâteaux façon bijoux, tels des parures diamantées, ces pâtisseries ont revêtu leurs plus beaux atours. Voici les cupcakes, le gâteau venu de Londres. À presque 4 € l'unité, Sandy les vend comme des petits pains. C'est du crème cheese aux fruits rouges. Voilà, et on va tourner comme une glace à l'italienne. Donc le but, c'est pour les cupcakes, que ce soit une décoration assez originale et on peut les personnaliser à l'infini. Il n'y a vraiment aucune limite. Autant pour les parfums du gâteau que pour les décorations. Alors ces cupcakes, aussi bons que beaux? Ils sont très jolis. Et ça s'appelle des cupcakes. Des cupcakes. Ouais. Ça peut très bien être un art aussi, pas juste quelque chose qui se mange. Et à mon avis, on s'en met partout, plein les doigts et plein la bouche. Colliers de bonbons, sucettes, pralines et chocolat, chez Hélène on mise aussi sur la beauté du produit. Grâce à elle, fini les pièces montées traditionnelles, voici les gâteaux de bonbons. C'est un peu une nouvelle tendance, ouais. Donc on fait souvent des gâteaux de bonbons avec des formes différentes, des tailles différentes. Et c'est amusant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, pour certains événements, des anniversaires, des mariages, etc., c'est des choses qui plaisent vraiment et qui remplacent la pièce montée classique ou le gâteau classique. Voilà, c'est quelque chose de différent, peut-être un peu plus amusant, et ça a sa place dans les événements. Pour ces gâteaux, comptez une 40aine d'euros à consommer sans modération. Une idée de promenade maintenant, on sait que les beaux jours approchent, l'occasion de revivre en musique le château de Versailles, de ses jardins et de ses fontaines. 4500 mètres cubes d'eau sont utilisés chaque heure dans les 32 bassins du domaine. Adrien Rivéran et Jérémy Ebras nous accompagnent pour une promenade musicale. Fontaine et musique, à Versailles, on se croirait presque revenu à la cour des rois. Spectacle d'eau et féerie, c'est parti pour une nouvelle édition des grandes eaux musicales. Et pour jouer cette royale partition, il y a Gabriel, l'un des 13 fontainiers du château. Muni de sa clé à lire, il s'active pour la mise en eau. C'est assez long parce que c'est des grosses vannes. Et comme vous pouvez le voir, c'est des vannes qui s'ouvrent à l'envers des vannes modernes, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. L'eau jaillit, offrant un spectacle identique à celui que pouvait apprécier Louis XIV. On continue à avoir les techniques de l'époque avec l'amélioration des techniques contemporaines, bien évidemment. Aménagée par le nôtre à la fin du XVIIe siècle, la salle de bal est le seul bosquet resté intact. Sur la cascade, des pierres meulières et des coquillages rapportés de l'océan Indien et de la mer Rouge par la marine royale. Les visiteurs sont sous le charme.
J'aime beaucoup, c'est vraiment très beau, c'est très romantique, ça me rappelle l'époque médiévale, j'apprécie le spectacle. C'est sympa, ça fait seulement 5 minutes qu'on est là, mais j'adore. Alors c'est très beau le spectacle, donc les jets d'eau sont bien rythmés avec la musique. Et quoi de mieux qu'un bain de soleil au son des joyaux du répertoire baroque français comme Lully et Rameau. Ici au château de Versailles, 25 000 personnes viennent admirer les grandes eaux musicales chaque week-end. Les spectacles se tiennent tous les samedis et dimanches jusqu'au mois d'octobre prochain. Un train de légende à présent, l'Orient Express, un train mythique qui a relié les capitales européennes à Istanbul jusque dans les années 70. L'Institut du monde arabe à Paris lui rend hommage. Maxime Castelli et Alexandra Bien nous font visiter ces wagons où luxe, célébrité et histoire parsèment les cabines. Lancé à travers l'Europe en 1883, l'Orient Express était un train grand luxe où le confort des passagers était une évidente priorité. Aujourd'hui, à l'Institut du monde arabe, il est comme figé dans le temps. Direct Orient, départ 23h53, en première et deuxième classe, à destination de Belgrade, Nice, Chefchaouen, Athènes, Dragoun, Sofia, Istanbul. Donc l'Orient Express, c'est un vecteur, c'est un véhicule qui pendant 80 ans a fait se croiser des civilisations, des peuples, des individualités, des artistes, des intellectuels, des écrivains, des cinéastes, etc. Donc c'est cette histoire qu'on raconte de manière très immersive, grâce à une scénographie de Clémence Farrell, qui vise à reconstituer, au fond, la vie dans l'Orient Express pendant 4 jours, comme si les visiteurs étaient partis. Donc c'est une exposition hyper réaliste et en même temps hyper fantasmée, parce qu'on ne voit plus les visiteurs, mais on les imagine. Train de rêve et de fantasmes, l'Orient Express inspirera de nombreux auteurs ou metteurs en scène. Il accueillera même à son bord le plus célèbre des agents secrets. Qu'avez-vous versé dans son verre? De l'hydrate de chloral. Rapide mais pas dangereux. Et restez tranquille, 007. Mais aussi le légendaire héros d'Agatha Christie, Hercule Poirot. Surtout ne touchez à rien. Véritable lien culturel, l'Orient Express devint une passerelle importante entre l'Orient et l'Occident. Au départ de Paris direction Istanbul, les voyageurs pouvaient poursuivre leur route jusqu'à Bagdad. Et pour ceux qui souhaitent aujourd'hui revivre ce siècle de légende, sachez que le wagon-restaurant accueillera les plus gourmands d'entre vous jusqu'à la fin de l'exposition. Et avant de se quitter, l'image du jour, c'est un selfie avec Magali Bonavia, directrice de l'IEJ, Franck Papazian, président du groupe Media School, et au centre, Denis Oliven, PDG d'Europe 1 et président du directoire de Lagardère Active. C'est le parrain de la promotion 2014. Il succède ainsi à Guy Lagache. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je tiens à remercier l'ensemble des professeurs de nous avoir accompagnés. Franck Hédard, Anne-Sophie Fouché, Gaël Bernard. On ne peut pas tous les citer. Je pense bien évidemment à Hubert Alain et puis toutes les équipes techniques qui nous encadrent. Un grand merci à toute mon équipe, les 3A. Nous avons connu de grands moments ensemble. C'était un bonheur de travailler avec vous. L'histoire, elle a commencé il y a 3 ans. À présent, le livre se referme. Les pages, on les a écrites ensemble, comme vous savez, avec la même passion et la même énergie. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence pour chacun de nous. Demain, pour la formation, vous retrouverez Thomas Porlon, que j'embrasse. Je vous embrasse tous. Très bonne fin de soirée. À bientôt.